tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Au menu du jour, retour sur de l'actualité. Ça faisait longtemps avec un film de vampire qui nous vient tout droit du Québec et qui a débarqué dans nos salles de cinéma ce mercredi 20 mars. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, le premier long métrage de la réalisatrice Ariane Louis XVI. Je vis une situation délicate qui m'oblige à faire du mal. Le problème, c'est que si je le fais pas, je meurs. T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher puis je vais te montrer comment le vider. Non, merci, j'ai pas faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. Tes parents sont pas un buffet. Tes dents sont sorties, t'es capable. Je crois en toi, t'es capable. Je peux pas le faire! Dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, nous suivons Sacha, une vampire avec un petit problème. Elle est beaucoup trop humaniste pour mordre et donc se nourrir. Elle se retrouve dans une situation un peu compliquée quand ses parents lui coupent les vivres et qu'elle doit se débrouiller seule pour survivre. Heureusement pour elle, elle rencontre Paul, un adolescent suicidaire qui accepte de lui offrir sa vie. Ce qui devait être un échange de bons procédés se transforme en aventure nocturne durant laquelle le duo cherchera à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil. Un film hybride entre le film d'horreur, la comédie noire et le coming of age, qui a fait la tournée des festivals de cinéma l'année dernière entre le PIF, Gérard May et même le TIFF à Toronto. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant est un film né pour sa réalisatrice Ariane Louis XVI du besoin d'apprivoiser ses angoisses par rapport à la mort, d'une grosse envie de faire un film de vampire et d'une question existentielle. Le vampire est une créature condamnée à chasser et tuer pour survivre, mais que lui arrive-t-il s'il commence à réfléchir à la valeur de la vie et à ressentir de la compassion pour la personne à qui il est censé apporter la mort? Le vampire, on aime ça chez Jumpscare, c'est même un des genres qui revient souvent chez nous, entre le Vourdalac, le dernier voyage d'une grosse merde du Déméter, ou encore The Lost Boys, alias Génération Perdue. Un de nos tout premiers podcasts pour les plus anciens qui nous écoutent. Ouais, Alors, tu parles mieux de The Lost Boys déjà. Tu redescends tout de suite. C'est mon origin story, c'est là que j'ai commencé à être aigri, je crois. On va sortir le saxophone, là ça va te détendre, tu vas voir. C'est aussi un des rares films de genre québécois à sortir sur grand écran en France. On est donc très content d'en parler car ça arrive pas tous les jours et on est très heureux de recevoir avec nous en deuxième partie d'émission la réalisatrice du film, Ariane Louis XVI, qui s'est prêtée au jeu de l'interview avec Lily, Mylène et Amélie, et qui va donc nous expliquer le déroulé de la production du film. Un grand merci à Ariane pour son temps et pour être venue parler de son film, et un merci tout particulier à Wayna Pitch, distributeur du film, à Élise et à Audrey Grimaud pour avoir rendu ça possible. Sont présents avec nous ce soir pour parler du film Amélie du Festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Attends, je vais le refaire, j'étais en train de muer. Attends. Ouais, le salut était fou. Salut. Elle est sortie numéro 1. Salut. Le vrai vampire. Alors j'en fais. Salut. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Dario de la team Jumpscare. Hello. Et moi-même Romain Plourde, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors, c'est de l'actualité, évidemment. On y est allé, c'est un film que certains avaient déjà vu à l'époque au PIF. Je voulais juste rappeler qu'en fait le film il a été beaucoup diffusé l'année dernière, donc il a eu des très très bons échos au PIF notamment. C'est là où on avait failli le voir pour certains membres de l'équipe. On est très content qu'il sorte en salle, puisque pendant longtemps on savait pas s'il allait sortir directement sur plateforme ou DVD. Donc on est très content d'en parler. Amélie, toi c'était une découverte? Ouais. Exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, les auditeurs et auditrices les plus assidus savent que le vampire, c'est ma came. J'adore les films de vampires et j'adore découvrir des nouveaux films de vampires. Donc j'étais très contente. En plus, le titre, il est super cool, quoi. Ça résume très bien l'essence et le sujet du film. Et en fait, sur le papier, c'est normalement un film de vampire qui devrait pas trop me plaire. Parce que moi, ce que j'aime dans le vampire, c'est le côté tragique, dramatique, un petit peu gothique, une histoire d'amour contrariée, et puis bien sûr les effusions de sang et de sexe, hein, parce qu'il y a quand même un truc très très sexuel dans la figure du vampire. Ça baise. Et en fait, voilà, souvent ça baise, ou alors c'est très violent. Genre par exemple, Morse, c'est un film que j'adore, c'est un film de vampire que j'adore, avec des adolescents.
Ils sont trop jeunes pour baiser, mais en tout cas, il y a des scènes qui sont vraiment très graphiques dans le côté de la violence et de l'horreur. Et une certaine mélancolie comme ça que je trouve chouette. Donc, sur le papier, même si j'ai adoré la première scène que je trouve hilarante, je me suis dit, une comédie avec des adolescents et des vampires, souvent, c'est pas trop ma came, quoi. En tout cas, les comédies avec les vampires, c'est rarement un truc que je trouve bien. Mais en fait, plus qu'une réflexion sur le vampire, on est plus sur un teen movie avec une petite pointe un peu Ferris Bueller. Parce qu'en fait, sans trop en dévoiler de l'intrigue, ces deux adolescents, ils vont passer une nuit un petit peu particulière, une sorte de road trip avec des étapes comme ça qui vont leur permettre de mieux se connaître. Et il y a un petit peu un petit côté une nuit pour faire tout ce dont on rêve, quoi. Et qui est un truc très adolescent. On se dit souvent, tiens, si on pouvait... C'est souvent quand on est ado qu'on a des envies comme ça de faire des trucs un peu fous, de tester des trucs, de se venger de ceux qui nous aiment pas ou qu'on n'aime pas. Enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça d'excessif. Et du coup, je trouve presque plus que c'est un teen movie ou presque un buddy movie un peu spooky que vraiment un film de vampire, quoi. Ça, c'est pas trop dans les cases du film de vampire. Mais plus effectivement, je vais plutôt laisser Mylène en parler du coming of age, quoi, de ce passage vers l'âge adulte. Après, j'ai dit que ce que j'aimais bien dans le film de vampire, c'est le sang et le sexe. Il y a quand même, je trouve, un certain rapport à la sexualité dans ce film, à la sexualité adolescente, puisque, comme tu l'as dit dans le pitch romain, c'est Sacha, elle ne veut pas... ou elle ne peut pas, on ne sait pas trop si c'est par volonté ou parce qu'elle a, on va dire, un problème physique. On ne sait pas, c'est assez flou là-dessus. Elle ne veut pas, en tout cas, mordre ses semblables. Et la morsure du vampire, c'est quand même une métaphore hypersexuelle. Et du coup, on est sur un truc comme ça, d'une adolescente qui découvre ses capacités physiques, ou en tout cas découvre... je ne veux pas spoiler l'interview, mais en tout cas, on en a parlé avec Ariane, de tout ce qui est de l'ordre de la pulsion, de l'envie, de développer ses envies, d'accéder à ses propres envies physiques, finalement. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce film, qui est sous ces airs de petites pastilles comiques acidulées, est effectivement une réflexion sur la découverte de son propre corps, l'acceptation de son propre corps, l'acceptation de ses différences, de sa propre sexualité, et aussi du fait d'accepter de grandir, parce que grandir, c'est aussi accepter de mourir. C'est une étape aussi dans l'enfance qui est un petit peu... découverte vraiment à l'adolescence. C'est qu'on se rend compte, l'enfance se termine et on se rend compte que oui, on va quitter l'enfance, on va devenir des grandes personnes, et que devenir des grandes personnes, ça implique forcément de se rapprocher de la mort. Et là, c'est très concret. Elle se rapproche de la mort, pas elle, mais elle se rapproche de la mort dans l'absolu, c'est-à-dire qu'elle va devoir tuer des gens. Donc c'est pas sa propre mort, c'est la mort des autres qui est dans... Elle grandit en emmenant avec elle la mort des autres. Et ce qui est aussi une problématique qu'on a en tant qu'humain, c'est-à-dire que quand tu grandis et que tu vieillis, tu verras fatalement la mort des autres autour de toi. Et c'est un truc qui est difficile à accepter quand tu passes de... Quand tu grandis dans ton enfance, les enfants, je sais que quand ils découvrent la mort, je sais plus, c'est vers 3-4 ans, je crois, t'as un peu un truc hyper angoissant. Quand tu découvres la discussion de l'angoisse. C'est ça, quand tu découvres que Mufasa, il meurt, ou que ta grand-mère, elle meurt, elle reviendra pas, il y a un truc... La maman de Bambi. Voilà, c'est ça, il y a un truc hyper angoissant, mais qui est important dans notre construction. Que ton cochon n'est pas envoyé au paradis des animaux, à la ferme magique. C'est ça. Et du coup, là, en fait, elle se construit pleinement quand elle accepte la mort des autres, mais effectivement d'une manière qui, à elle, lui convient. Je vais pas non plus trop spoiler le film, et en fait, c'est effectivement un film qui est sur l'acceptation de son propre changement, et aussi de la mort des autres, de ceux qu'on aime et de ceux qui nous entourent, et des autres humains en général. Et du coup, ça en fait un film un peu doux amer, qui a des passages vraiment très comiques, avec des personnages super drôles. La tante, moi je la trouve hilarante. Le pote de la tante, je vais pas trop en dire, il est JB. Hyper drôle, et il y a des situations super drôles dans le film, des situations très absurdes, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu mélancolique qui fait la richesse et la profondeur du film.
Et du coup, c'est une agréable surprise et je suis super contente de l'avoir vue. Voilà. Bonne surprise pour Amélie. Est-ce que toi, de ton côté, Mylène, ça t'a fait le même effet ? Alors au départ, c'était pas gagné parce que moi, contrairement à Amélie, je suis pas très fan de films de vampires. C'est soit j'aime les vampires très pop culture, comme Vampire, vous avez dit vampire, ou alors les trucs qui sortent un peu de la figure habituelle comme les prédateurs. Et du coup, c'était pas gagné, mais j'étais très très intriguée par le titre. Et en fait, j'ai rien regardé sur le film, juste son titre, et je me suis dit, allez, banco. Et j'ai eu la chance de le voir en lien presse en 2023, et ça a été mon coup de cœur de 2023. Donc bien sûr que j'ai adoré. Je viens de spoiler mon propre avis, mais j'ai adoré parce qu'en fait, ce film, il a tout pour me plaire. C'est concrètement Heathers qui rencontrerait Girls Will Walk Home Alone at Night, qui rencontrerait What We Do in the Shadows, et ça marche étonnamment bien en fait, parce que le film, il est tout le temps en fait en train de passer à la comédie, au drame, à la romance, au fantastique, et c'est quelque chose qui est hyper bien géré. En fait, souvent dans les films de vampires où on veut mettre de la comédie, bon, sauf What We Do in the Shadows qui fonctionne très bien, des fois c'est un peu lourdingue. Et là en fait, étonnamment, le scénario il est tellement bien écrit, les persos sont tellement chouettes, déjà qu'on a énormément d'empathie en fait très très vite pour les personnages, alors que dès le départ on va te dire c'est quand même des vampires hein, qui veulent bouffer un clown, donc genre ça commence bien, tu vois. Et en fait malgré ça, c'est trop... oui, il le bouffe. Putain, Rico Berlingo le clown. Je pensais pas qu'elle allait autant s'attacher à Rico Berlingo. Mais c'est hilarant d'ailleurs. Là, sa fête d'anniversaire, en fait, son cadeau, c'est le clown, mais c'est pour le bouffer, tu vois. Enfin, c'est génial, je trouve que c'est très drôle. Et oui, c'est trop drôle. Et la cousine qui est là en train de dire « Mais moi, j'ai faim, est-ce qu'on peut y aller maintenant, les gars ?» Dès le départ, en fait, même si on te montre que oui, possiblement, ils bouffent des gens, et ben en fait, c'est des gens que tu aimes énormément. Il y a aussi un petit côté Daddy's Girl qui est mis en place avec le papa de Sacha qui prend vachement soin d'elle, qui lui ramène à manger, qui vérifie qu'elle va bien, qui est même surprotecteur par rapport à sa mère et tout. Et je trouve qu'en fait, cette cellule familiale, avant même d'arriver entre la relation entre Paul et Sacha, c'est ce qui fait la force du film. Parce que très très vite, on est en immersion dans le décor, dans cette maison. On arrive très bien à imaginer que malgré le fait que ça soit des êtres immortels, en fait, c'est des personnes totalement lambda qui ont accumulé en fait les décennies, les époques, mais qui ont des règles de famille, une structure, qui font les fêtes d'anniversaire, qui vont chez le dentiste. Enfin, c'est très très drôle aussi de voir comment Ariane Lucet, elle a créé un monde, une société de vampires en fait. Il y a des médecins, il y a vraiment tout ça. Limite, elle a un carnet de croissance en fait, Sacha. Et je trouve ça très très drôle. Et du coup, c'est pas forcément appuyé, on va pas voir 10 000 scènes, mais c'est des petites scènes comme ça qui vont permettre de créer un univers qu'on va nous laisser imaginer, mais qui fonctionne très bien. Et encore une fois, je trouve que là, c'est une force d'écriture, mais aussi dans les décors qui marche hyper bien. Bien sûr, le film, il me plaît parce que c'est aussi un film qui est très pop, qui a un décor avec plein de néons, avec plein de super belles couleurs. Il y a aussi une place de la musique qui est très importante. Donc ça, c'est tout pour me plaire. Je veux dire, la scène vraiment où Sacha fait écouter de la musique à Paul, c'est ma scène préférée. Où justement la couleur change pour montrer que vraiment il y a un lien qui se crée entre deux. Il y a la musique qui est aussi très très forte. Et vraiment, ce qui est très beau, c'est de voir ces deux outsiders qui en fait ne trouvent pas de place ni chez les vivants ni chez les morts finalement, qui sont en accord avec même si Sacha elle est très proche de sa famille, même si elle les aime, il n'y a pas du tout de souci là-dessus, il n'y a pas de dysfonctionnement par rapport à la cellule familiale, elle trouve pas sa place en fait. Et en fait, ce qui est très beau, c'est de voir à quel point Paul et Sacha vont trouver chez l'un et chez l'autre en fait la moitié qui leur permet d'avancer en fait. Et du coup, ça c'est vraiment une forme d'amour qui est très belle, qui est inconditionnelle et qui va se faire très très vite entre deux. Et je pense que le fait qu'on les voit évoluer durant cette nuit très importante dans un monde qui est très onirique, avec des couleurs très marquées, avec un côté très encore une fois très rêve, très pop, et ben ça renforce en fait leur relation. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et je trouve que bien sûr qu'il y a des moments qui sont pas du tout faciles, il y a des thèmes qui sont abordés comme la mort, le suicide, la fin de vie. Je veux dire, c'est pas du tout un film qui est que feel good. Mais encore une fois, vu que c'est bien écrit et que ça le fait bien, ça marche très bien. Et c'est un film qui, je trouve, est très beau. Il y a un très beau message sur la besoin en fait de trouver quelqu'un qui nous correspond pour en fait faire un chemin de vie en fait. Et là c'est l'idée en fait du film pour moi en tout cas,
c'est de trouver un amour inconditionnel et quelqu'un qui nous comprenne pour marcher le temps d'une nuit à travers les néons. Et voilà, je trouve que c'est un film très très chouette. C'est beau. Qui a des acteurs extraordinaires, qui est très bien écrit. Oui. Et pour moi, c'est vraiment une petite pépite. Et même ceux qui aiment pas le film de vampire, pour moi, peuvent y trouver leur compte. Parce qu'en fait, c'est un film très complet. Et voilà, coup de cœur pour moi. Carrément d'accord sur ça, par contre. Faut pas y aller en se disant, je vais voir un film de vampire uniquement. C'est ça. Puis c'est pas Déméter, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas Vourdalak non plus. Oui. Bref, on va pas... Lily, toi, le film de vampire de base, est-ce que tu aimes ça ? Ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup ça. D'ailleurs, j'aimerais vous recommander une série dont j'ai jamais parlé ici. Non, Lily, non. Pas le B-word. Non. Ça s'appelle Buffy contre les vampires, voilà. Mais non. J'ai jamais entendu parler. Je pensais que tu allais nous sortir Vampire en toute intimité ou un autre truc, tu vois. Je suis... Oh là là, je Donc je retrouve le pseudo de l'auditeur qui en avait ras le cul sur YouTube. Attendez. On a eu un auditeur qui a popé dans les commentaires YouTube de la chaîne récemment. C'était sur la nuit de la comète, il me semble. Voilà, je l'ai. Yo-yo Topio Yo-yo Top 5447 qui a dit... Super pseudo. On a son code postal. Je vais te retrouver. On sait qui tu es, Yo-Yo. Il a juste lâché un. La prochaine fois que le mot Buffy est prononcé, j'arrête ce podcast, ça devient insupportable. Alors que ce que vous savez pas, c'est que Lily et moi, on a une conversation privée où on est en train de réfléchir à faire un hors-série sur Buffy. Voilà. Donc vous allez entendre prononcer ce mot très régulièrement. Notez bien, j'ai même pas validé le projet. Elles ont juste dit, on va le faire. On va faire le truc. J'ai pas le choix. On est des pirates. Je vais me lever un jour, il y aura un live jumpscare en direct, tu sais. Genre la bannière aura changé avec Buffy et tout aura changé. Buffy le podcast, c'est tout. Non, mais en plus, j'allais pas du tout partir sur Buffy. De base. Non. Oui, moi j'aime beaucoup les films de vampires. Il y a Buffy bien sûr qui a été un de mes premiers trucs qui a fait que j'ai été fascinée par cette figure, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Voilà, j'adore Nosferatu, les Dracula, j'adore le Dracula de Coppola, qui est injustement mal aimé à mon sens. Non, il est pas mal aimé. Ah si, hein, quand même. Hein, c'est il a pas pas l'unanimité toujours, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ouais. Enfin bref. Sérieusement. Mais ces gens n'ont aucun goût. Je te jure. Mais tout à fait. Moi, je trouve qu'ils n'ont aucun goût. Je veux dire, il y a quand même Monica Bellucci qui mange Keanu Reeves. Donc voilà. Les personnes qui disent ils n'ont aucun goût. Lily qui est fan d'Arachnid et Mylène qui est fan du Book Club Mortel. Hein. Précisons. T'es pas fan de Komodo, toi, par hasard ? Je vois pas le rapport. Bon, bah, bref. Donc, moi, j'aime bien le vampire. Je vais jamais y arriver. Donc, j'aime bien le vampire. Et j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que c'était une jolie fable toute douce. Mais bien que toute douce, mine de rien, elle traite de sujets graves, comme l'a dit Mylène. J'ai un peu peur de vous paraphraser. Mais oui, j'ai bien aimé le fait qu'en fait, c'était... une ambiance assez douce, assez calme finalement, mais qu'on traitait quand même en parallèle de sujets graves comme la dépression ou la fin de vie. Mais c'est fait avec une grande bienveillance, je trouve, sans manquer pour autant d'une petite touche d'humour un peu macabre. J'ai trouvé aussi que le traitement de la figure du vampire était hyper intéressant. On a un propos sur l'adolescence, comme l'ont dit déjà Amélie et Mylène, qu'on retrouve souvent dans ce genre d'histoire de vampire. Hein. C'est d'ailleurs le cas dans Buffy, voilà. Mais d'habitude, comme dans Buffy, ça vise plutôt les premiers émois sexuels. Et c'est un peu le cas ici aussi, certes, mais je trouve que l'accent est plutôt mis sur le coming of age et plus particulièrement sur cette sensation d'être mal dans sa peau, sur ce moment où adolescent on se cherche un peu et où on essaye de trouver notre place.
Donc on a cette personnage vampire qui n'aime pas être un vampire parce qu'elle ne veut pas tuer, ce qui la met dans une posture difficile vis-à-vis de sa communauté. Et on a un personnage humain qui, lui, se sent mal parmi les vivants. C'est ce lycéen un peu creepy qui se fait harceler par ses camarades et même par les adultes parce qu'il rentre pas dans le moule. Et là, ce que j'ai adoré, c'est que on a un renversement un peu façon Famille Adams, où en fait le salut vient de notre côté Fricks et à côté Fricks qu'il est possible d'assumer à bon escient. Ce qui est assez rafraîchissant comme approche dans le film de vampire, je trouve, où généralement le vampire il peut être ambivalent, mais il reste souvent une figure du mal. Si on prend le contre-exemple de Twilight, si on y réfléchit bien, Edward il fait en sorte que Bella, elle colle à certaines normes sociales pour ne pas qu'elle embrasse complètement son côté Fricks, à savoir donc son attirance pour un vampire qui est décrit comme une créature maudite. Et donc, par exemple, alors ça vient bien sûr de la religion de l'auteur, mais il y a quand même une envie de coller à des normes quoi, très humaines, parce qu'il lui demande donc d'attendre le mariage pour avoir une relation charnelle. Du coup, dans Vampire humaniste, on a une espèce de mélange parfait entre la relation sentimentale pudique de Morse et la fuite en avant de deux adolescents un peu freaks comme dans The End of the Fucking World. Et ça colle parfaitement à l'atmosphère très intimiste et sombre du film, qui va aussi créer ce décalage humoristique dont parlait Mylène, parce qu'il y a plein de trouvailles assez drôles dont t'as parlé, voilà, comme alors moi j'ai adoré les médecins vampires et les victimes de la cousine qui sont complètement débiles. Donc personnellement, j'ai trouvé que le film était très justement dosé. Et il est aussi très joli esthétiquement, la lumière est assez belle, il y a un beau travail aussi sur les couleurs, notamment le rouge. Donc j'ai été assez séduite et je trouve qu'il a une patte très féminine. Et dans le cinéma de genre, ça me fait toujours plaisir, donc je le trouve très cool et j'espère que les auditeurs vont aller le voir. T'as cité une excellente série qui s'appelle The End of the Fucking World. Allez voir bien sûr Vampire Consentant, mais n'hésitez pas à aller voir aussi cette série qui est géniale et qui est sur Netflix, si vous aimez un peu les couples de freaks. Et à lire la BD. Et à lire la bande dessinée aussi. Et t'as cité une autre série aussi, Lily, je crois que ça s'appelle Buffy, je crois. Ouais, Buffy contre les vampires. Je te recommande si tu connais pas. C'est une petite série indienne pas très connue. J'en avais jamais entendu parler. C'est du coup, en dehors de The End of the Fucking World, un troisième oui pour Vampire humaniste, et pas Vampire consentant comme je viens de le dire à l'instant. Dario, toi, notre Técos salé. Notre Técos Técos audiovisuel. Ah oui, salé. d'accord. Oui, pas comme le Técos 3 viande, rien à voir. Non, tu n'es pas un tacos, Dario. Qui suis-je? Crise existentielle en live. Non, moi j'ai vraiment apprécié le film. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je m'étais juste arrêté au titre et à une affiche rapidement. Je voulais pas trop en savoir avant pour le découvrir en pleinement. J'ai vraiment bien aimé. J'ai pas envie de vous paraphraser non plus parce que je passe un peu en dernier, mais ce qui m'a plu, moi. Te connaissant, oui. Tu peux même t'arrêter à juste j'ai bien aimé. Je pense que les gens vont aller le voir. Non, laisse Dario. Oh, ça va. Je pense que c'est le meilleur film de vampire dont on a jamais parlé sur Jumpscare. C'est le meilleur film d'actualité duquel j'ai parlé en tout cas parce que j'étais pas là pour l'épisode sur Vermine que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais je suis content parce que pour une fois l'actualité est vraiment bien. Je trouve que le film mérite qu'on aille le voir, comme tu disais Lily. J'espère que les gens iront le voir. Et pour parler un peu du film, moi j'avais décidé de prendre un peu l'axe parce que sans trop en dévoiler, mais je sais pas si vous avez vu, il y a un petit fil rouge, un petit fil rouge, ça paraît évident dit comme ça, mais sur la nourriture dans le film. Je trouve que l'axe en fait de la nourriture, je sais pas si Ariane Louis XVI en a parlé dans l'interview. D'ailleurs Ariane Louis XVI qui a un nom de fou furieux. Hein. Alors elle parle d'une scène avec la nourriture qui a une référence à un film, mais faudra attendre l'interview. Ok. Parce que du coup la scène d'introduction, c'est justement là où ils vont bouffer le clown et c'est peut-être là où pour le coup je reprocherais au film de rien montrer sur cette scène. Moi j'aurais bien aimé voir un petit peu plus d'effets sanguinolents à ce moment-là, je pense. Mais du coup, très tôt, en fait, le fait de manger, ça devient un espèce de vecteur de lien social. Et on le voit vraiment dans tout le film.
Il y a notamment une petite scène où Sacha elle passe devant un fast-food et elle voit des adolescents de son âge en train de rigoler autour d'un burger, quoi. Et du coup, il y a vraiment ce côté-là que je trouvais hyper cool, parce que le côté teen movie, en fait, on peut lui injecter plein de thématiques, parce que c'est vraiment... on peut y voir justement un truc sur la sexualité. Moi, je peux très bien y voir un truc sur l'héritage, en fait, qu'on a de nos parents, parce qu'elle refuse absolument, en fait, d'être comme ses parents, de tuer, etc. Et il y a aussi ce truc un petit peu de... est-ce qu'au fond, elle n'est pas végétarienne ou végane, tu vois, il y a un peu un truc de nourriture. Je l'ai pris comme ça un petit peu aussi, ouais. Ouais, ou même elle pourrait avoir un trouble du comportement alimentaire, en fait. Oui, tu vois. oui, complètement. Ouais. Comme ça, complètement. Ouais, totalement. Et du coup, je trouvais ça hyper cool. Parce que là, elle a carrément ses dents qui sortent pas. Au-delà du fait qu'elle veut pas manger, il y a quand même un phénomène physique, donc qui fait très adolescence et coming of age aussi, mais qui se développe pas comme les autres. Et du coup, je trouvais que c'était une façon cool d'en parler, quoi. Ils utilisent le terme chasser pour manger aussi, les vampires. Et elle a dit je refuse de chasser pour tuer. Oui. C'est quand même une phrase qui est beaucoup sortie de la part des véganes et des végétariens quand ils parlent en fait des gens qui mangent de la viande. Vous chassez, etc. Donc moi aussi j'ai fait le rapprochement là-dessus. Mais ouais, du coup, vraiment, j'ai pas grand-chose à ajouter d'autre, parce que vous avez déjà pas mal abordé les points que je voulais parler en dehors de celui-ci. Donc ouais, moi j'encourage vraiment les gens à aller le voir, il faut le soutenir, parce qu'en plus c'est un film québécois, on n'en a pas souvent sur le grand écran en France, et en plus c'est un film de genre, donc vraiment allez-y, vous allez passer un super moment. Moi j'ai vraiment adoré. Film québécois qui implique que c'est en québécois. Oui. J'ai pas dit dans l'introduction, il y a des sous-titres VF évidemment, parce qu'il parle avec l'accent. Moi je l'ai vu sans sous-titres. Ah, tu joues en mode difficile. Ouais. Mais non mais oui, faut le dire par contre qu'il y a des sous-titres VF à chaque fois. Même si on comprend quand même 3/4 du film, il n'y a pas de souci. Non mais je voulais rebondir sur le film de genre québécois pour en recommander un autre qui a aussi une patte très féminine, qui est Babysitter de Mona Chokri, qui je trouve a une photo assez semblable, avec aussi un travail sur le rouge, à celle de Vampire Humaniste. En fait, c'est intéressant que Dario t'ait parlé de la nourriture, parce qu'en fait, même il y a d'autres éléments, je viens de me rendre compte en t'écoutant. Par exemple, le fait de se faire bully, le mec, sans trop vous spoiler, on lui met de la nourriture dans ses chaussures, tu vois. Donc la nourriture, ça devient un moyen d'oppression aussi et de maltraitance. Et Sacha, au début du film, elle récupère un petit biscuit qu'elle garde dans sa chambre. Et vraiment, t'as une scène qui est un peu drôle dans le contexte du film, mais on dirait que ses parents, ils ont trouvé de la drogue dans sa chambre, quoi. Ils la convoquent et ils lui disent mais pourquoi t'as un gâteau dans ta chambre, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu peux en finir avec la vie, parce qu'en fait si elle le mange, elle meurt. Alors que c'est juste un petit roulé au chocolat. Oui, il est tout mignon, en plus elle le pose sur ses vinyles, mais du coup effectivement il y a la nourriture qui est aussi suspecte et suspectée d'être donc du coup c'est vrai que je trouve que t'as raison Dario, il y a plein d'aspects sur le fait de se nourrir ou de ne pas se nourrir, ou de ne pas vouloir se nourrir, ou de se nourrir différemment dans le film, et c'est assez intéressant, surtout, j'allais dire surtout à notre époque, mais oui, surtout dans un moment où on se pose des questions sur notre alimentation et sur ce que ça implique au-delà de nous, quoi, en fait. Ils arrêtent pas de dire si tu deviens vampire, tu pourras plus manger ça, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas manger etc. sans arrêt. Mais c'est aussi un moyen pour les parents de manière générale, alors sans trop spoiler, mais de faire un lien avec leur enfant en fait. Parce que par exemple le père plusieurs fois il va lui mettre des caisses avec un mot parce qu'il a toujours peur qu'elle survive pas et tout. Et il y a vraiment cette relation entre le parent et l'enfant, de garder un lien par la nourriture et par le fait de presque allaiter l'enfant encore. Continuer à le nourrir, quoi. C'est donc un 4e oui, et un beau oui, parce qu'on sait que celui-là, il sort pas souvent. La carte c'est bien de Dario. Je vais clôturer. On va encore dire qu'on est des gros vendus, mais j'ai aimé le film, donc je peux pas le chier dessus pour faire du débat. Hein. On est honnête ici. Je vais être un peu moins dithyrambique que vous, quand même. Je trouve qu'il y a 5-10 minutes de trop dans la liaison entre le premier et deuxième acte, où ils sont pas encore trouvés les deux. Et le film, il s'étire un petit peu trop, je trouve. C'est un très léger souci de rythme, et j'insiste sur le très léger, parce que c'est un film qui fait 1h30, et d'ailleurs, gloire au film d'1h30. C'est un plaisir à chaque fois, vraiment. On se sait, même les films d'1h20, tout ce qui est en dessous d'1h30, c'est directement du poulet. Chef Kiss, comme on dit, ah ouais, un poulet bien cuit. Un petit poulet. Moi j'aime beaucoup, en fait, ce sous-genre
des films qui prennent des icônes horrifiques et les foutent dans la vie de tous les jours et en font des protagonistes, tout ce qu'il y a de plus normaux en fait. Je pense à un film que j'aime bien, c'est Warm Bodies, où il y a un zombie qui a une crise existentielle en tant que zombie et qui dit putain, mais qu'est-ce que je branle en fait et qui tombe amoureux d'une nana et tout. C'est un super film qui d'ailleurs en plus rend hommage à un film de zombies. Hein. Non, c'est pas un super film. Ah, moi je l'aime bien parce que c'est une rom-com de zombies, je la trouve rigolote. Ouais. Le concept il est intéressant. C'est trop nul. Non mais Mylène préfère Fido. Ouais, bah largement, franchement, parce que franchement, Warm Bodies avec genre leur prénom, c'est des références à Roméo et Juliette. Je sais pas si tu connais. Genre parce que leur amour est impossible. Oui. Genre je sais pas si tu connais. Non, moi je l'ai vu en salle quand il est sorti et j'ai eu envie de tout péter. J'ai eu envie de péter mon crâne. Il m'a énervé ce film. Il m'a rendu colère. D'accord, bah ravi de t'en avoir parlé. Je préfère Frankenhooker en romance. Je préfère Frankenhooker, meilleure romance. Mais c'est pas une romance. C'est pas du tout l'histoire d'amour. Enfin, moi, je veux qu'on me drague avec une tondeuse du problème. Bref, je recentre, mais c'est le genre de... Moi, j'aime bien ce sous-genre, en tout cas, donc forcément, le film me plaît. En plus, il est giga drôle. Ça marche très très bien. Il est extrêmement drôle. Et je trouve que le vampire, c'est... de toutes les icônes horrifiques, ou tous les genres, etc. C'est celui qui se mélange le mieux avec d'autres genres. Parce que le vampire, il a une conscience, il parle normalement, donc tu peux vraiment l'inclure partout où tu veux. Et là, c'est encore un très bon exemple, en fait, que tu peux en faire, en fait, une famille tout à fait normale, en dehors du fait que, ils boivent du sang sans arrêt, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié que, pour une fois, ce soit le père qui soit montré comme une influence un peu plus positive que les autres, alors que la trope habituelle, c'est que la daronne est plus concernée que le daron, de ce que moi, je vois habituellement, hein. Il y a des contre-exemples qui doivent exister, mais on a un daron très concerné, qui est très protecteur de sa fille et qui est très compréhensif, je trouve, à un certain niveau, comparé à la daronne qui est en mode on la jette dehors, on la laisse chasser et voilà quoi. Après elle a toute la charge mentale, hein. C'est elle qui chasse pour tout le monde aussi, donc elle est moins cool, mais elle a toute la charge mentale. Bien sûr, mais c'était mon point suivant, c'est qu'il y a une vraie nuance en fait dans les personnages, tu vois, c'est pas des fonctions. Ils ont tous une certaine profondeur, ils ont tous leur pour et leur contre, et voilà. D'ailleurs, il y a une scène dans la voiture où justement ils en parlent, où la mère elle dit j'en ai marre en fait de chasser pour tout le monde depuis 300 ans. Et le père il dit non mais moi aussi je le fais. Il dit ah ouais tu le fais aussi. Il dit je l'ai fait lundi. Et elle fait bah bravo. C'est ça. Genre un lundi en 300 ans quoi. Il y a vraiment ils ont leurs défauts en fait, ces gens quoi, et c'est montré d'une manière très très bien, et je trouvais ça très très sympa, là où ça aurait pu être des clichés en fait de daron. Oui, parce que là même j'ai dit la tante tout à l'heure, mais la cousine, même si elle semble être une j'adore ce personnage, elle est trop bien, même si elle semble être une frixe un peu sans cœur et un peu cash quoi, elle a quand même ces petits moments où elle est sympa, tu vois, où elle fait amende honorable et elle fait un pas vers Sacha quoi. Un bout d'affection vers Sacha d'une manière assez marrante, où elle pose juste sa main sur sa cuisse, mais genre vraiment de la manière la plus robotique possible, en mode voilà, et elle s'en va, tu vois. C'est ça, histoire de montrer que non, c'est bon, elle a quand même compris, elle est pas méchante, elle l'encourage quoi. Non, c'est la cousine cool qui t'emmène en teuf quoi. Oui, un peu, qui t'emmène en teuf, mais qui te dit bouge un peu ton cul quoi. C'est ça. Comme Anya dans Buffy. Oh putain. Ça suffit. Ça suffit. Oh bah salut Yo-Yo, je sais pas quoi, salut mon pote hein. Yo-Yo Topo 54, adieu mon ref. Yo-Yo, t'avais raison en fait. Salut mon pote. Raison. Nous aussi, on va quitter le podcast. Vous l'avez étonnamment pas cité, mais le casting est complètement fou. Enfin, l'actrice principale est totalement géniale. Sarah Monpetit, qui est jeune, qui a 22-23 ans, qui tue à l'écran, quoi, vraiment. Félix-Antoine Bénard, qui joue du coup le suicidaire aussi. Les deux ont une alchimie de malade à l'écran, je trouve. Grave. Mais le film aurait vraiment pas tenu s'il y avait pas ce casting de génie. Il y a un acteur que je trouve un peu en dessous des autres, mais je sais pas si je le dis. C'est un spoiler ou pas? Non. Bah non, vas-y. Je trouve que l'acteur qui joue Simon, qui est le bully de Paul, je trouve qu'il joue vraiment moins bien que tout le monde, et du coup le pauvre, le contraste lui fait défaut, je trouve. Lui, il joue le bully en fait. Mais peut-être qu'il y a un personnage qui est plus. Peut-être plus. Comme le personnage est plus caricatural. Qui est plus fonction du coup. C'est ça, tu peux pas faire grand chose avec ça quoi. Après, on le voit pas beaucoup, donc en soi, ça va. Mais franchement, voilà, il y a
un directeur de casting ou une directrice de casting qui a flairé les talents et qui les a mis dans le film. Et Ariane sait les filmer. Les costumes sont monstrueux, les décors sont fous aussi. Il y a un énorme taf de décors. La maison est trop cool. Leur maison. La maison est trop cool. Et après, le hangar. Exactement, tu passes dans le loft qui est radicalement différent, mais qui est totalement raccord d'un point de vue couleur et tout avec la maison. Tu comprends directement. Je dis oui, tout est là quoi. Les jeux avec les lumières, t'en as parlé Mylène, c'est génial. Enfin voilà, techniquement, ça se tient. Et vraiment, même s'il n'y a pas de grosses dingueries en termes de cadrage, en termes d'effets spéciaux, etc., c'est super efficace. Moi, je pense que c'est ça mon gros bémol avec le film. Moi. C'est qu'il n'y a pas un plan, qui est vraiment marquant en termes de mouvement de cam et tout, tu vois, je trouve, tu vois, il y a pas. Ah oui. C'est pas ce genre de film, je pense. C'est pas ce genre de film qui cherche le mouvement de caméra impossible sans arrêt. Il y a un plan vachement iconique, je trouve, c'est quand les deux écoutent de la musique dans la chambre de Sacha. Mais c'est un plan fixe, quoi. C'est vraiment une caméra sur un trépied. Mais... Ouais, mais elle, je pense que ce qui intéresse Ariane, je pense que c'est plutôt la performance des acteurs que la caméra qui va faire des dingueries, en fait. Ouais. Et la lumière et la composition du cadre. Ouais. La composition du cadre, voilà, elle est pas là pour impressionner avec sa cam, je pense. Elle est hyper importante pour l'histoire, cette scène, en plus. Je trouve que c'est quand même dommage de pas avoir un plan avec une caméra mobile qui serait vraiment impactant. Ton côté Michael Bay qui parle. Ça, non, mais je dis pas qu'il faut que ça fasse un travelling circulaire au ralenti. Je dis pas ça, mais c'est juste que comme le vampire c'est un prédateur, il y a tout le côté chasse, tu vois, où il y aurait pu moyen de mettre une mise en scène un peu plus mobile à certains moments du film. Même si encore une fois c'est un film qui est plus centré sur la famille et sur les émotions, du coup ça fait du sens que ce soit beaucoup plus posé et beaucoup plus intimiste, mais voilà, un petit plan peut-être au début, ça m'aurait fait plaisir. La caméra bouge vraiment sans trépied que quand Sacha est en panique et fuit à un moment une scène de possible meurtre avec sa tante, sans spoiler, et tu la retrouves en ville, et là la caméra se libère de toute machine et c'est juste un caméraman qui la suit en shaky cam, etc. en fait. Et c'est un des rares moments où la caméra bouge vraiment dans le film, je trouve. Après, n'oublions pas aussi que c'est un premier long métrage. Oui. Je peux totalement comprendre qu'elle ait joué la sécurité et que ce soit basé sur des plans basiques, classiques, posés, compréhensibles, au lieu de vouloir tenter la dinguerie, tu vois. C'est marrant, j'ai l'impression qu'en France, c'est pas la même mentalité du coup. J'ai l'impression qu'en France, on est plus ok, c'est mon premier long métrage, je vais faire un plan séquence de fou qui dure 7 minutes. Comme dans Vermine, quoi. Tu vois, c'est plus cette ambiance-là, quoi, en France. Après, le Bourdalac, c'était très fixe aussi. Hein. Oui. Mais c'est de la merde. Oui. Et je pense que c'est aussi une question de budget, hein, mais. Après, moi, c'est pas le but. Ils avaient 20 balles, le Bourdalac, donc forcément. 20 balles et un rêve. Après, je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément non plus les moyens sur Vampire Humaniste d'avoir des rails de travelling, tu vois, ce genre de choses. Ou alors que c'était pas le premier pôle de dépense. Parce que elle était plus intéressée par l'éclairage. Voilà. On est sur un petit 4 millions de dollars canadiens. C'est pas beaucoup. C'est pas mal, mais c'est pas énorme. Ça fait genre 3 millions de dollars américains, un truc comme ça, non? C'est pas ça? Ouais, donc c'est pas beaucoup, hein. Et le film, je trouve qu'il se tient bien techniquement. Ouais, par contre, oui. Mais parce qu'il y a rien qui est tenté aussi. Franchement, vu qu'on est là pour fixer un instant de vie, moi je vois pas l'intérêt de mettre en place des prouesses techniques et je préfère 1000 fois que les décors, l'ambiance, les lieux de tournage et les lumières soient maîtrisés que voir une caméra qui va se secouer partout. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est tellement intimiste que c'est pas nécessaire de nous faire des plans incroyables, même si c'est très très beau. Hein. Non, mais je dis pas qu'il fallait qu'il y ait plein de plans incroyables, mais juste un petit plan mobile, ça aurait fait passer la note au-dessus pour moi, qui est juste pas une prouesse technique forcément, mais tu vois, un plan où c'est ok, là ils sont donnés en termes de cam vraiment pour il y a eu de la tentative pour faire une séquence qui est cool, quoi. Tu vois. Je comprends, peut-être que tu trouves ça un peu rigide et que tu voulais plus de souplesse, quoi, en gros. C'est mieux dit, effectivement, mais on n'a qu'à dire que j'ai dit ça. Je finirai sur un truc avant qu'on passe à l'interview. Je dirais juste que j'ai été un peu stalké l'équipe technique. Alors déjà, les comédiens sont jeunes, c'est dans leurs premières expériences de long métrage, pour beaucoup. C'est le premier film d'Ariane Louis XVI. Le chef opérateur, c'est quelqu'un avec qui elle a travaillé pendant un petit moment. Il s'appelle Sean Pavlin. C'est son premier long métrage, il me semble, mais il a bossé sur beaucoup de courts-métrages d'Ariane, comme Une comète et Les petites vagues, etc. Mais c'est un petit jeune aussi. On est sur un film de la nouvelle génération.
Et je me suis dit, putain, si ça, c'est ce qui est en train d'arriver au Québec, ils sont sur un bon tremplin. Et ça peut donner que du bon, en fait, s'ils continuent comme ça. Je sais pas si Ariane Louis XVI va continuer dans ce genre de film. Je sais pas si elle restera attachée au cinéma de genre. On verra, du coup, dans quelques années, peut-être. Mais en tout cas, BG les jeunes, c'était très, très, très cool. Avant de passer à l'interview, petit point sur la disponibilité du film. Mylène. Alors du coup, là, contrairement au Vourdalac, le film sera disponible en salle et sera quand même pas mal distribué. L'attaché presse nous a assuré qu'il y aurait pas mal de copies. On sait pas exactement dans combien de villes et le nombre de copies, mais voilà, il y aura une grosse dispo pour le film. Donc vraiment, foncez dessus. Déjà, le fait qu'il ait énormément d'avant-premières dans des villes de France, que ça soit à Nantes, à Grenoble, à Lyon, à Paris, c'est un très bon signe. Et du coup, je pense que vraiment... là, c'est l'occasion, foncez le voir en salle, ça va être trop chouette. Rappelons-le, le Vourdalac, il a été dans 7 salles en France. Ce n'est pas du tout le cas ici. Normalement, ça devrait être beaucoup plus visible. Merci Mylène, merci à tout le monde. On va passer à l'interview d'Ariane Louis XVI. Bonjour Ariane Louis XVI, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Tu es la réalisatrice de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, ton premier long métrage qui sort en salle le 20 mars 2024. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors du coup, nous on est très très fans de ton film. On a beaucoup eu l'occasion de le revoir. On a eu la chance de le voir en avant-première presse pour certains, parce qu'on n'est pas de Paris, donc on l'a pas du tout vu en festival. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de le voir. Je crois qu'il était au PIF, si je me trompe pas. Et d'ailleurs, il a eu des super retours au PIF. Et oui, on a gagné le prix du public et un autre prix de critique aussi. Donc, on a reçu des beaux prix qui laissent présager une belle suite. Enfin, depuis moi que je suis arrivée en France, je reçois beaucoup d'amour du public français, donc ça fait très plaisir. Et pour du coup nos auditeurs et auditrices qui te connaissent pas, comment tu pourrais te présenter en quelques mots en fait? Donc, je m'appelle Ariane Louis XVI. Je suis la réalisatrice et co-scénariste du film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Et je fais des films depuis 10 ans. Puis ce film-là, c'est mon premier long métrage qui est sorti au Québec à l'automne, qui a eu sa première mondiale à Venise, puis là, qui sort le 20 mars en France. Donc, voilà. Quel a été un peu ton parcours jusqu'à ce film et comment tu as réussi à mettre ce projet sur pied? Ben, moi, j'ai quand même un parcours un peu atypique. J'ai fait le cégep au Québec. On a ce qu'on appelle le cégep. C'est entre le lycée et l'université. On fait 2 ans dans ce qu'on veut. Puis moi, j'ai toujours aimé le théâtre, jouer. J'écrivais, quand j'étais à la petite école, j'écrivais des pièces de théâtre que je mettais en scène devant toute l'école. Donc, raconter des histoires, créer des personnages, ça a toujours fait partie de moi. Puis au cégep, il y avait pas de programme de théâtre. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer le cinéma. Ça reste un autre médium pour raconter des histoires puis rejoindre les gens. Puis là, j'ai découvert le cinéma de David Lynch, puis c'est vraiment avec Mulholland Drive plus particulièrement que j'ai eu le déclic. Puis après, j'ai fait travail social, j'ai fait design de mode, j'ai fait une licence en communication et sciences sociales pour finalement travailler dans ce milieu-là, puis pas aimer. Puis je suis retournée dans une école de cinéma à apprendre l'écriture. Donc, j'ai commencé à faire des films à 28 ans. Mon premier court-métrage, je l'ai fait à 28 ans. Puis il y a eu un super succès. Donc, à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné. Je dirais, je faisais un court-métrage par année et j'arrivais à trouver du financement parce que rapidement, comme mon premier court-métrage a bien fonctionné, j'ai tout de suite eu comme une espèce de reconnaissance de pairs, si je peux dire, ou une curiosité envers ce que j'apportais parce qu'il y a mon premier court-métrage qui s'appelle La peau sauvage, qui est disponible d'ailleurs sur Vimeo gratuitement si vous le cherchez. Et je sais pas si vous avez vu un peu mes courts-métrages, mais c'est quand même une proposition un petit peu champ gauche sur une femme qui trouve un serpent dans son appartement puis qui se reconnecte à son identité bestiale, si je peux dire ainsi.
Donc, voilà. Puis là, en 10 ans, j'ai fait 8 courts-métrages. Et après, ben, voilà, j'ai décidé de faire ce premier long-métrage-là. J'ai décidé de faire un film de vampire parce que c'est une figure, le vampire, qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un beau terrain de jeu pour parler de notre société, pour parler de plein de sujets profondément humains, finalement. Puis c'est des créatures qui sont aussi hyper dichotomiques au sens où ben c'est des êtres seuls, mais qui ont besoin de connecter avec les gens pour pouvoir s'en nourrir. Puis moi, je me disais, c'est tellement intéressant si je crée le personnage d'une vampire qui est trop humaniste pour se nourrir, mais qui doit quand même y arriver. Donc, c'était un gros défi de me dire, il y a ces deux parts-là d'elle-même, puis moi, j'aime beaucoup créer des personnages assez contradictoires. Puis là, le vampire fait partie, c'est une vampire, donc elle a ces pulsions-là naissantes qui font partie d'elle, puis qu'elle essaie de rejeter finalement, mais elle peut pas parce que ça fait partie d'elle. Donc, c'est un peu le jeu de trouver comment elle arrive à manger éthiquement, finalement. Puis, quelque chose d'autre qui m'intéressait vraiment, c'était de voir, parce que souvent, bon, la sexualité, les vampires sont souvent très sexuels, sensuels, charnels. Et je me disais, pour moi, les adolescents, c'est des personnages hyper intéressants parce que c'est tellement une période de la vie intense. Puis j'aime dire qu'on a tous notre adolescent intérieur qui est jamais très loin, peu importe l'âge où on a, parce que c'est marquant comme période. Puis je pensais aux premières fois, puis je me dis, c'est pas vrai que ça se passe comme au cinéma, puis c'est souvent plus malaisant que d'autres choses. On sait pas trop comment faire. Puis ça m'amusait de penser à une vampire qui est maladroite, puis qui vit ça, de pas l'hypersexualiser, puis d'en faire un personnage charnel, mais plutôt mal dans sa peau, puis qui est en quête identitaire. Voilà. Oui, et justement, est-ce que tu pourrais... Donc, notre épisode, il sort le vendredi 22 mars et ton film, il est en salle le 20 mars. Avant qu'on pose des questions un petit peu plus précises sur tes personnages et ton univers, est-ce que tu pourrais nous donner un résumé ou comment est-ce que toi, tu résumerais ton film pour les auditeurs et pour qu'ils aient envie d'aller le voir? Oui, le film, c'est une comédie noire / teen movie. C'est vraiment un mélange de ces deux genres-là. Puis c'est l'histoire de Sacha, qui est une jeune vampire trop humaniste pour mordre et qui un jour rencontre un jeune adolescent qui a des pensées suicidaires depuis son enfance et qui dit « Hey, mais moi, ça me ferait plaisir de t'offrir ma vie, parce qu'il se dit, si je trouve pas de sens à ma mort, si je trouve pas de sens à ma vie, je pourrais trouver un sens à ma mort. Donc, c'est vraiment la rencontre de ces deux personnages-là qui sont à la base une solution l'un pour l'autre, mais au final, en fait, j'avais vraiment envie de faire un film lumineux sur la mort. Donc, c'est un film qui parle au final plus de la vie que de la mort. La mort est un prétexte pour parler de la vie. C'est très beau. Avant de rentrer un peu plus en détail sur ton film, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ta relation avec le mythe du vampire et en fait ce qui t'a nourri dans la création en termes d'œuvres, que ce soit des livres ou des films, pour justement toi façonner ta figure du vampire? Oui, je suis pas extrêmement calée en vampire, au sens où il y a des films précis de vampires qui m'ont vraiment marqué, mais je cours pas les films de vampires aussi. En fait, c'est comment dire? OK, je vais commencer par le premier film de vampire qui m'a vraiment marqué, c'est The Hunger, Les Prédateurs de Tony Scott. Très bien. Oui, très bien, avec le casting le plus parfait au monde. Oui. Catherine Deneuve et David Bowie, puis les personnages féminins dans ce film-là sont tellement intéressants. C'était la première fois que je voyais des vampires qui n'étaient pas juste
créature assoiffée de sang, mais qui avait vraiment une construction de personnage. Puis aussi, c'est un peu le personnage de David Bowie avec socialement à ce moment-là quand le film est sorti, c'était aussi la montée du sida. Donc en tout cas, il y avait des ancrages dans la société qui étaient vraiment intéressants. Sur le coup, moi j'étais beaucoup trop jeune quand même pour voir toutes ces nuances-là. Donc c'est vraiment plus en réécoutant le film par après que j'ai commencé à voir tous ces parallèles-là. Mais oui, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. Et sinon, plus récemment, le film A Girl Walk Home Alone at Night est un film que j'ai adoré. Et d'ailleurs, mon premier court-métrage, qui est pas un film de vampire, je l'avais fait regarder à mon actrice parce que j'avais envie de la diriger comme une vampire. Donc, ce film-là est vraiment un film que j'adore. Il y a des scènes extraordinaire. Il y a moi, ce que j'aime, en fait, c'est le côté mélancolique, mais dangereux en même temps. C'est ça, en fait, qui m'intéresse dans le vampire. Le fait que ce soit des êtres hyper seuls parce qu'ils sont condamnés à tuer puis à vivre pour l'éternité. Donc, c'est difficile de se faire des amis, quoi. Donc, c'est ça. Puis le personnage de vampire dans ce film-là est incroyable avec son long hijab. Il se promène sur un skateboard, tellement badass. Super héroïne. Elle est incroyable. Et c'est graphiquement super beau. Puis il y a quelque chose d'inspirant dans le personnage de Sacha. Ses cheveux sont très, très longs à mon personnage. Et je voulais toujours qu'elle se fonde un peu dans avec les arrière-plans. Je voulais pas qu'elle se découpe trop, je voulais qu'elle se fonde. Et c'est quand même un peu inspiré. En fait, c'était la forme que j'aimais. La forme un peu... ses longs cheveux qui recouvrent ses épaules. Donc, je crois je l'avais jamais identifié comme ça. Là. C'est la première fois que je dis ça. En fait, je réalise que c'est peut-être la forme du personnage aussi dans A Girl Walk Home Alone at Night qui m'a inspirée. Mais ça se ressent... notamment dans l'une de tes scènes, celle où Sacha fait écouter de la musique à Paul. Ça m'a beaucoup fait penser dans justement A Girl Walk Alone at Night, où elle arrive chez elle et qu'elle lui fait écouter de la musique et qu'en fait tout est assez froid et que justement t'as ce petit moment pop où elle lui fait rentrer dans son univers en fait. Et ça m'a fait penser à ça. C'est tellement beau cette scène-là. Là. Je parle pas de la scène de mon film, je crois qu'elle est belle, de la scène dans mon film, mais la scène dans... Elle est très belle. Dans le film Anna Lilia Amirpour, ça coupe le souffle, puis c'est vraiment une scène qui m'a marquée. Ouais. Puis il y a un autre film qui est pas un... sinon, il y a d'autres films de vampires aussi. Only Lovers Left Alive. Quoi d'autre? What We Do in the Shadows, c'est quand même un film très amusant qui m'a peut-être moins habité longtemps, mais que j'ai beaucoup aimé comment les vampires étaient amenés dans un monde ordinaire de colocation, puis je trouve quand même ça super amusant. Mais sinon, Under the Skin de Jonathan Glazer, qui est pas un film de vampire, mais au final, Scarlett Johansson, c'est une extraterrestre qui tue des hommes et qui se met à ressentir des émotions humaines et qui se met à vouloir faire partie un peu ou d'être curieuse de vivre des expériences humaines. Et tout ça sans presque aucun dialogue. C'est un film qui m'a beaucoup inspirée puis que j'ai donné en référence aussi à Sarah Monpetit qui joue Sacha pour travailler le langage corporel, puis je fais aussi une scène hommage à une scène dans Under the Skin, qui est dans Under the Skin, il y a une scène où Scarlett Johansson essaie de manger un gâteau, et puis elle peut pas manger de la nourriture humaine, mais elle a comme cette espèce de... Elle sait que ça va probablement le faire mal, mais c'est plus fort qu'elle de l'essayer. Puis moi, je fais la version poutine québécoise avec Sacha qui essaie de se suicider, qui pense peut-être se suicider en mangeant de poutine. Du coup, je vais prendre la question maintenant parce que tu parles de tes influences. Moi, je trouve que ton film, il est
presque un miroir de Morse, qui, moi, est un film que j'aime beaucoup. Un film avec des adolescents vampires. Et dans Morse, on suit le jeune garçon qui n'est pas un vampire et qui est malheureux et qui est très intrigué par cette voisine qui est une vampire très, très étrange et très mélancolique. Et dans ton film à toi, on suit le point de vue de la vampire qui a comme ça un camarade très, très triste aussi. Est-ce que c'est une inspiration pour toi ? Est-ce que Morse, c'est parmi les films d'adolescents vampires qui t'ont inspiré ou pas du tout ? Oui, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'avais l'idée, j'ai vu le film par après, en fait, parce qu'on m'en parlait, puis je l'ai vu. Et j'ai adoré. Mais je crois quand même que cette combinaison-là de deux personnages qui sont complètement à part, chacun dans leur monde et qui se trouvent, on le voit dans plein de films aussi, mais oui, c'est vrai qu'il y a un miroir dans cette structure-là de narrative de base, puis les dynamiques entre ces deux personnages-là. Puis, mais quand même, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai pas eu peur que mon film y ressemble trop parce que je me disais, ma proposition est quand même différente. Puis, ouais, c'est ça. On parle du suicide, on parle du consentement. C'est pas du tout le même ton, on suit pas le même personnage, mais oui, effectivement, c'est un film qui peut lui ressembler dans son pitch de base, mais une autre inspiration autre que les films de vampires, ça a quand même été beaucoup les coming of age indie américains. J'aimais beaucoup ces films-là adolescentes à la Juno, Garden State. Harold et Maude aussi, à la limite, c'est un peu un miroir avec Harold et Maude aussi parce que Sacha, au fond, elle a 68 ans, donc c'est un peu une personne âgée. Donc, ouais, j'aime bien aborder des sujets, dans les films qui abordent des sujets profonds, mais de façon quand même lumineuse et où on passe du rire aux larmes et qu'on est aussi attendri. Moi, j'aime être attendrie par les personnages, donc je voulais... puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que le film, je le regarde plus maintenant quand je vais le présenter parce que je l'ai vu tellement de fois, mais pendant longtemps, je l'ai quand même regardé. J'assistais aux projections parce que... Premièrement, comme c'est une comédie, c'est intéressant de voir la réaction de la salle. Donc, j'étais plus en observation de la salle que l'observation de mon film. Mais c'est comme si je retrouvais mes personnages aussi, puis je m'ennuie d'eux. Donc, je me suis vraiment attachée à moi-même. Je me suis fait prendre au jeu, quoi. Pour en revenir plus précisément au personnage, pour Sacha, est-ce que tu as eu d'autres inspirations que A Girl Walks Alone in the Dark? At Night. At Night, pardon. Excusez. C'est comme un mélange d'inspiration. Puis j'ai vraiment essayé de la créer comme une adolescente ordinaire. Donc, à part A Girl Walk Home Alone at Night et Under the Skin, dont je parlais, qui était une inspiration au niveau du jeu physique, c'est plus des personnages d'adolescents, de coming of age, mais j'ai pas de film précis. C'est aussi un jeu où en audition, c'est des personnages qui sont très précis dans ma tête, mais en même temps qui n'ont pas encore de visage. Donc quand on fait les auditions, ben on a des propositions, puis des fois tu fais mais il y a deux propositions hyper fortes, hyper différentes, puis là c'est des choix de personnages. Et ouais, on n'a pas beaucoup d'exemples, je dirais, au Québec de films de genre qui jouent avec l'humour noir peint sans rire. On a le cinéma de Stéphane Lafleur. Il y en a quelques-uns, mais j'avais pas beaucoup de références de personnages ancrés dans un Québec. Donc, je suis comme allée, je l'ai construit avec l'actrice aussi, en lui donnant ces références-là. Puis on a fait beaucoup de rencontres en amont du tournage, puis de répétitions pour justement trouver
toutes les petites subtilités du personnage, puis trouver surtout, parce qu'il y a beaucoup de scènes dans le film où c'est comique, mais à un moment, ben, il y a un pivot qui fait que on dirait que c'est triste tout d'un coup. Et c'était de trouver ces pivots-là, puis la musicalité du film, parce que c'est un film qui joue beaucoup sur le rythme et tout. Donc ouais, non, j'ai pas d'autres inspirations qui me viennent en tête. D'accord. Ton film, il oscille très bien entre les genres, entre le fantastique, la comédie, mais aussi du coup la romance, comme tu l'as dit, la rom-com. J'avoue, moi je suis très très fan de rom-com et j'ai vu beaucoup de mécanismes, notamment la scène en fait, à partir du moment où Paul et Sacha se rencontrent, il y a vraiment cette dynamique de deux inconnus qui vont se rencontrer une nuit et avoir presque qu'une nuit pour faire tout ce qu'ils veulent. Bon là, en l'occurrence, c'est faire tout ce que Paul veut pour quelque chose dont voilà, on va pas aller plus loin pour pas spoiler, mais du coup je voulais savoir s'il y avait des rom-com qui t'avaient inspiré en termes de montage, en termes de rythme justement pour tout ce passage-là en fait, toute cette partie du film. Non, pas précisément. On dirait, des fois je me dis faut que je me trouve des références, mais en fait c'est assez instinctif comment j'ai travaillé, donc je crois que c'est juste le bagage de ces films-là qui ont bercé mon adolescence, puis et même aujourd'hui, par exemple, comment ça s'appelle, le film de Greta Gerwig, son premier Lady Bird, tout l'univers un peu. Greta Gerwig, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup l'humour, puis Frances Ha, mais c'est pas au niveau montage, c'est vraiment en plus au niveau de la vibe, du type de personnage. Puis après, c'est ça, ça a vraiment été au niveau de l'écriture que le rythme du montage a pris forme dans ma tête, parce que le film s'est monté comme il s'est écrit. Puis après, ben c'est sûr que dans le processus de montage, là, ça a été du fignolage pour trouver la balance entre les différents tons, puis que ça donne un objet en soi, et qu'il n'y ait pas trop de rupture de ton, puis que tout ça coule. Puis mais non, j'ai pas d'exemple précis de film. Souvent on aimait se dire qu'on faisait un film de vampire à la Juno. On se disait ça un peu, mais je suis pas retournée. En fait, c'est vraiment dans mon souvenir, c'est un film dont j'avais aimé la dynamique entre les personnages, mais je l'ai pas revu. Donc, ouais. Mais dès le départ, t'avais prévu déjà de faire une romance, ou c'est au fur et à mesure de l'écriture où tu t'es dit que t'allais rajouter ça, c'était une thématique que t'avais prévu de faire au tout départ? Mais pour moi, c'est pas tant une romance, mais c'est romantique, mais c'est plus une histoire d'amitié. Pour moi, il y a pas quelque chose de... C'est jamais... Je me suis dit, c'est l'histoire de deux êtres qui se rencontrent, et c'est plus une rencontre d'âme, je dirais presque, et de deux personnages c'est plus l'idée. Moi, ce qui m'intéressait plus dans les coming of age indie, c'est pas tant la romance, c'est plus des êtres qui sont à part et qui se sentent moins seuls ensemble. C'est plus ça, la quête identitaire, et je me suis dit, mais au final, ils s'aiment tellement, donc oui, ça devient romantique, puis mais j'imaginais pas une scène d'amour, disons. Pour moi, à la fin, je sais pas, tu sais, ils vont... Moi, je pense que ça va être un duo pour leur longue vie éternelle, mais est-ce qu'il y aura un côté charnel? Je l'imagine pas comme ça quand je... Donc, mais après ça, hier, justement, j'étais en avant-première, puis je sais que ça va être diffusé plus tard, mais bon. C'est pas grave. Il y a un spectateur qui disait mais pour moi, c'est hyper sexuel, puis j'étais comme oui, parce que je fais le parallèle entre... là, je veux pas trop spoiler, mais il y a des scènes où oui, je le fais le parallèle entre la première fois où on fait l'amour, puis la première fois qu'elle veut mordre, puis ses dents qui sortent pas, puis qui sortent au contact de Paul. Il y a quelque chose aussi de l'érection presque. Tu sais, c'est là, ces images-là, mais c'est fait de façon, comment dire, il n'y a pas la classique scène d'amour. Donc,
Donc, oui, dès le départ, je voulais faire 2 êtres qui se retrouvent. Et voilà, ça a donné ça. Mais justement, tu fais le parallèle entre la sexualité et la morsure. C'est quand même, ça c'est on va dire un grand classique, c'est la métaphore classique dans les films de vampires. Là, en plus, c'est des adolescents, donc il y a tout ce truc dont tu parlais de la première fois. Et tu disais tout à l'heure, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que les premières fois, elles se passent pas comme elles se passent dans les films. Et justement, là, tu nous as fait un vampire qui a une première morsure qui ne se passe pas comme dans les films, en fait. C'est une vampire qui est très... qui ne répond pas à certains tropes et à certains clichés du film de vampire très classique, voilà, où justement les femmes vampires, elles sont souvent très, très sexualisées. Du coup, est-ce que pour toi, Sacha, c'est elle a peur de passer ce pas-là, elle a peur du développement de sa propre sexualité, elle a peur de devenir une adulte, entre guillemets, même si elle a 68 ans, c'est les thèmes que tu voulais aborder en passant par le vampire? Oui. Je sais pas, hein, je me suis jamais demandé si elle avait peur de sa propre sexualité. Je crois que c'est que, ouais, des fois nos corps sont plus rapides que nos cœurs ou que notre tête, peut-être. On a des pulsions. Tu sais, il y a quelque chose de très... je crois que c'est ça que je voulais montrer aussi, puis pourquoi j'ai utilisé le vampire, c'est que, tu sais, les premières fois qu'on ressent des pulsions, qu'on sent le désir, et c'est quelque chose de puissant, mais c'est comme une petite bête là en dedans de nous, puis on sait pas trop quoi faire avec, mais en même temps, il y a quelque chose de merveilleux de savoir que tout ça existe en dedans de nous, mais donc des fois notre tête est pas prête, notre cœur est pas prêt, puis notre corps, c'est juste le corps. Puis dans le cas de Sacha, disons qu'on fait le parallèle avec ses dents qui sortent, parce qu'il faut dire, je l'ai pas dit dans le résumé tout à l'heure, mais Sacha a un traumatisme d'enfance qui fait que ses dents ne sortent pas. Elle a un blocage de ses dents. Et donc, pour moi, c'est comme sa puberté un peu, là, les dents. Et je trouvais que c'était trop amusant de faire ce parallèle-là, puis c'était intéressant d'en parler un petit peu indirectement. Ça renouvelait et le vampire et les films sur la puberté. Donc, on dirait que j'ai perdu un peu ta question, je suis désolée. Non, mais ça... Donc, il y a aussi quelque chose du fait de passer au-dessus de ses traumas, quoi. Oui. Elle redevient elle reprend en main ses pulsions, elle reprend en main son propre corps et elle devient plus maître d'elle-même. Exactement, puis c'était un peu l'idée aussi d'aborder le fait qu'on on a tous des contradictions, puis dans le cas de Sacha, elle a des convictions qui font partie d'elle, mais elle est aussi une vampire, puis elle peut pas renier ni un ni l'autre. C'est difficilement raccordable des fois nos contradictions, mais on peut les assumer, puis il y a une façon de... Là, je dirais pas c'est quoi la solution qu'elle trouve, parce que je vous dirai la fin du film, mais mais c'était l'idée de trouver une façon de réconcilier des parts de nous-mêmes qu'on sent qui sont irréconciliables. Ouais, c'est ça. C'était surtout ça qui m'intéressait, puis aussi me dire que c'est bien aussi d'assumer nos contradictions, puis même si ça fait qu'on est différent des gens qui nous entourent, puis différent de notre famille, bien on peut pas les renier, puis on doit embrasser qui on est. Oui, puis c'est des différences que tu mets très bien en avant avec la relation avec sa cousine. Oui, puis moi, je voulais aussi créer ces personnages-là qui l'entourent, qui la poussent à devenir un vampire autonome, mais pour moi, il n'y a aucun personnage, même la cousine qui est complètement son antipode j'aimais dire, sur le spectre de vampire humaniste à vampire psychopathe. Sont vraiment sur un bout et l'autre du spectre, Sacha et sa cousine Denise. Mais Denise, elle a quand même un bon fond. Je voulais vraiment que ce soit, c'est la cousine qui est très directe, puis qui est pas douce, puis qui veut essayer d'aider sa cousine, mais d'une façon qui brusque. Mais
elle veut juste le bien de sa cousine. Puis les parents aussi, c'est la dynamique que j'essaie de créer entre eux, c'est que il y en a pas un des deux qui est le bon parent ou le mauvais parent, mais ils veulent le bien de leur fille. Puis des fois, on s'entend pas sur la façon d'éduquer ou de prendre les décisions. Donc, j'avais envie qu'il n'y ait pas de méchants, puis les gentils et les méchants, j'aime pas jouer avec des archétypes hyper marqués, puis j'aime que les personnages aient un petit peu plus de nuances, disons. Puis même les personnages qui sont les plus typés du film, qui sont les intimidateurs de Paul, j'essayais quand même de leur trouver un petit côté décalé, comme il y a un prof de gym dans le film, un prof de gym colérique, celui que t'as pas envie de fâcher finalement. Et je me suis dit mais puis ça, c'était une indication que j'ai donnée à l'acteur aussi. Puis je trouve que ça transparaît quand même dans son jeu. Pour moi, il est allé prendre des cours de gestion de colère, puis la façon qu'il gère sa colère, c'est en traitant des pantoufles, qui finalement donne à ses élèves quand il est fâché. Donc, j'aime bien trouver, même si je joue avec des archétypes, trouver ce petit côté un peu décalé là qui fait qu'ils sont moins clichés, disons. Justement, je trouve qu'il y a un dosage assez équilibré entre des thématiques assez graves comme le suicide ou la fin de vie dans le film et les moments un peu plus comiques. Je voulais savoir comment tu as réussi à équilibrer un petit peu ces deux thématiques et aussi est-ce que ça te tenait à cœur de passer un message sur le suicide ou sur l'euthanasie? Ce qui me tenait à cœur, c'était surtout d'ouvrir un espace de dialogue parce que c'est des sujets hyper complexes, puis qui sont souvent traités de manière hyper dramatique, puis j'avais envie que les gens soient détendus dans la salle et qui au final ne réalisent presque pas qu'on parle de sujets très dramatiques. Puis après, ce que je réalise, puis c'est ce que je voulais créer, c'est que il y a un dialogue qui s'inscrit autour de ça. Donc, c'était vraiment plus de briser des tabous pour participer à un dialogue sur ces sujets-là, puis qu'il y a quelque chose de décomplexé. Tu sais, c'est le personnage de Paul, ce qui est intéressant, puis ce que je voulais faire avec lui, c'est qu'en fait, il est complètement décomplexé par rapport à la mort, puis c'est pas qu'il souffre tant que ça, mais il est plus au neutre, puis pour lui, il trouve pas de sens à sa vie, donc il se dit, moi, ça me dérange pas de mourir, j'ai pas d'accroche dans la vie. Donc peut-être que ce discours-là très décomplexé, ça déstabilise complètement Sacha, parce que pour elle, les humains avaient peur de la mort, puis lui, il dit, mais non, mais on a surtout peur de mourir et d'être seul. Donc au final, c'est à ça que ça se résume. Puis, mais je veux dire, le sujet du suicide est plus vaste que ça. Donc, tout ce que je voulais, c'était de créer un dialogue autour d'un sujet tabou. Parce que ne pas parler de quelque chose, ça fait plus mal que d'en parler aussi. Et je me souviens pas de la première partie de ta question, par contre. En fait, je pense que tu y as répondu sans y répondre. C'était sur comment tu as réussi à doser, le comique et le dramatique. Voilà. Le dosage du comique et du dramatique est vraiment venu naturellement parce que j'ai coécrit le film avec une de mes amies qui est très drôle, mais qui est très sensible aussi. Donc, je pense que c'est juste la façon qu'on voit la vie, puis on était un premier public l'une pour l'autre, puis on adorait nos personnages. Donc, je pense que c'est comme l'amour qu'on a mis dans nos personnages qui les rend si attachants. Puis après, on essayait toujours de se faire rire, puis on se laissait comme porter par les émotions de nos personnages, puis ça a juste donné ce dosage-là. Mais c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, le montage est toujours une étape où il y a certaines scènes où tu fais OK, là, peut-être que ça tombe trop dramatique tout d'un coup, mais j'avais toujours le matériel qu'il me fallait pour aller rééquilibrer ça au montage. Mais plus
dans le dosage plus en détail, c'est vraiment fait au montage. Ouais. D'accord. Il y a des scènes que tu aurais voulu garder et que tu as été obligé de justement enlever au montage parce que ça dosait pas au niveau du ton que tu voulais donner? Il y en a une. Il y en a une, mais après, je l'ai rapidement. La scène est là, mais c'est juste que quand non, mais je veux pas le raconter, mais si les gens l'ont pas vu. Mais enfin, il y a un petit bout de scène où les personnages, Paul et Sacha, se donnaient un câlin, puis c'était la première fois qu'il y avait un rapprochement physique, puis Paul se laissait un peu, il se laissait aller dans les bras de Sacha. Et c'était hyper beau ce moment-là parce que Paul, je l'ai construit comme sur le spectre de l'autisme. Pour moi, c'est quelqu'un de neurodivergent et qui aime pas trop se faire toucher aussi. Donc, il y a toujours le petit réflexe de pas accepter ces câlins-là. Et ça l'enlevait un peu ce moment-là. Ça l'enlevait juste la puissance à un moment qui vient après ça. Et on a fait le test. En fait, on aimait beaucoup la scène, moi et mon monteur, mais ça nous brisait le cœur de l'enlever, mais en même temps, on se disait, ah ouais, mais regarde comment la scène après, elle nous prend plus parce que à un moment, c'était pas une question de dosage comique ou dramatique, mais c'était plus que quand tu arrives à une espèce de pic émotionnel, ben après, tu peux avoir l'effet plateau ou c'est difficile de dépasser. Donc, ouais. Mais à part ça, presque toutes les scènes, je pense que cette fin de scène-là, puis une autre scène qu'on a enlevée, puis sinon, c'est tout. Et pour revenir plus au scénario, en fait, je trouve que l'une des forces de ton film, c'est vraiment qu'on a beaucoup d'empathie pour les personnages, même ceux qu'on voit très peu de temps à l'écran, en fait. On arrive très vite à les cerner. C'est quel personnage qui a été le plus dur pour toi à écrire? Le personnage le plus dur à écrire, c'est parce qu'ils ont tous leurs défis, mais je pense que c'est Paul, en fait, qui a été plus difficile à écrire parce que c'est vraiment un personnage, comme je disais, qu'on a créé neurodivergent sur le spectre de l'autisme sans jamais le nommer. Et on voulait pas non plus faire quelque chose de trop caricatural. Mais on a dû faire beaucoup de recherches quand même. On a fait lire à des gens qui s'y connaissent plus. On a regardé plein de documentaires donc, il a demandé plus de recherches, disons. Puis aussi, comme il est hyper décomplexé avec la mort, ça, c'était de trouver comment on le montre, ça. Donc, c'est vraiment le personnage qui était le plus particulier à écrire. Sinon, celui qui a été le plus amusant à écrire, c'est JP, qui est un vampire que Denise, la cousine, transforme, puis qui est un peu un douchebag, si on peut dire, mais en même temps hyper attachant. Je me disais, c'est le gars lourd, tu sais, le boulet, mais en même temps, il a tellement un bon cœur que... Il essaye. Il essaye. Il gagne à être connu, JP. Donc, il nous a beaucoup fait rire à écrire. Puis le personnage de Denise aussi a été un personnage hyper intéressant à écrire. Ben, ils étaient tous intéressants, mais ces deux personnages-là sont un petit peu plus comic relief. Donc, c'était cool de les écrire, ouais. Et pour revenir sur l'aspect esthétique, ton long métrage, il est très marqué là-dessus, qu'il s'agisse des décors, de la lumière, des touches avec les néons, des couleurs. Comment tu as travaillé justement l'univers esthétique sur ton film avec ton directeur de la photo? Le directeur de la photo, on a fait tous nos courts-métrages ensemble. Lui, il en a fait d'autres, mais je veux dire, il a fait tous les courts-métrages. On a commencé ensemble. La peau sauvage, mon premier court-métrage, était aussi son premier court-métrage. Donc, on a vraiment développé notre esthétique puis notre langage ensemble au fur et à mesure de nos collaborations. Mais plus précisément sur Vampire,
il y a tellement d'inspiration. Ça a été vraiment un long processus. Puis, faut dire qu'il est là depuis le début de l'écriture aussi. Donc, il connaissait bien les personnages en faisant le découpage technique, Sean, il me pose toujours les bonnes questions où j'explique ce que je vois. Puis des fois, il me dit, ouais, mais mettons, qu'est-ce que tu veux dire avec ta scène? Puis là, juste en retournant dans ce que je veux dire avec la scène, on dirait que ça me fait un peu voir la scène différemment parce que des fois, on y pense en termes visuels puis on oublie de la penser en termes émotionnels et narratifs. Puis moi, ce que je voulais le plus, c'était de créer un film qui était quand même intimiste où malgré que ce soit drôle, que ce soit un film de genre, j'avais envie qu'on s'attache vraiment aux personnages puis qu'on soit près d'eux. Et donc, et puis je voulais aussi amener une espèce d'aura, comment dire, étrange et mélancolique à la fois. Donc, on a décidé de tourner avec des objectifs anamorphiques parce que l'anamorphique amène déjà un petit peu ce côté dreamy là. Il y a une déformation dans les coins de l'écran, puis ça fait qu'on est plus collé au personnage. Puis les lentilles qu'on a choisies personnellement, il y en a plusieurs, on en a testé plein, mais celles qu'on a choisies faisaient comme les lumières tombaient comme des petites dents. En fait, la déformation créait comme des petites pointes. Puis on trouvait ça, c'est très subtil, là. Il n'y a pas grand monde qui le remarque, mais après quand je le dis puis il revoit le film, il le remarque. Mais moi j'aimais bien ce petit détail-là. Puis aussi, on se disait, on voulait créer des tableaux, qu'il y ait des scènes. Moi, je voulais beaucoup jouer sur le rythme. Donc, il y a des scènes qui se déposent où on prend le temps puis qu'il y a un cadre fixe où le dynamisme vient plus à l'intérieur de l'image que par les mouvements de caméra. Puis, je trouve que ça contribue un peu à l'humour, au malaise, puis au fait d'être pris un peu dans les malaises avec les personnages. Et puis, ouais, c'est ça. Après, il y a tout le côté... il y a eu beaucoup de discussions avec et le directeur artistique et le directeur photo pour parler des couleurs, des textures. Moi, je voulais jouer avec les époques, bien sûr. Comment faire un film de vampire sans s'amuser au décor avec des vieux objets, mais j'aime les textures. Je voulais que ce soit chargé, puis que quand on tombe à l'extérieur, il y a quelque chose qui respire un peu plus dans les... J'imaginais une banlieue un peu désuète où c'est figé dans le temps. On n'est pas trop sûr on était à quelle époque. Puis c'est ça. Ouais. Effectivement, tu parlais de l'esthétique, des textures, des couleurs, même des lumières. Voilà. Moi, le début de ton film, ça m'a presque fait penser à du Jeunet, quoi. Il y a des couleurs très fortes comme ça, du rouge, du vert, du jaune très présent à l'écran. Et ça dénote un petit peu avec le reste des films de vampires. Pas tous les films de vampires, mais on a quand même souvent, comme ça, dans l'imaginaire collectif, plutôt tendance à penser les films de vampires comme des choses un peu gothiques et un peu sombres. Et toi, même si ton héroïne, elle a des longs cheveux noirs, elle correspond quand même à un certain archétype du vampire, tu l'as placée dans des décors qui sont au contraire très colorés et très vifs. Est-ce que c'était pour toi une manière de rendre le film plus contemporain, plus pop, plus rêveur? C'était quoi ta démarche là-dedans? Tu l'as extrêmement bien décrit. C'était l'idée de s'inspirer quand même de l'esthétisme du vampire, notamment dans les décors de la maison des vampires, puis un peu dans la coiffure de Sacha, puis dans plein de détails comme ça, mais je voulais vraiment que ce soit ancré dans quelque chose de contemporain, mais aussi nostalgique. Et j'avais envie que ce soit un film qui se passe principalement de nuit, donc qui soit assez sombre, mais que ce soit coloré et vivant aussi. Je voulais faire des vampires vivants, je voulais faire un film vivant, puis c'est possiblement aussi des inspirations de films plus coming of age
Donc, c'est vraiment l'alliage de ces deux mondes-là ensemble qui ont donné ça, mais c'était la volonté que ce soit riche en couleurs puis que ce soit vivant. Ouais. Bravo pour le hangar dans lequel vit Denise. Je rêve d'y habiter. Totalement. C'est magnifique comme espace et je trouve que pour un vampire, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, bravo pour cette bonne idée. J'ai envie de dire merci, mais je crois que je vais renvoyer le bravo à Ludovic Dufresne, qui est le directeur artistique, parce que il a fait une job incroyable. J'avais l'idée, je voulais qu'elle vive dans une espèce de grand hangar avec une grande table de boucher, puis des crochets, puis qu'il y ait plein de lampes, puis tout ça. Mais quand on a trouvé le lieu, c'était immense et vide complètement. Donc, lui a dû meubler ça très rapidement. Puis, quand il m'a appelé pour me dire, avec une petite voix totalement à bout d'énergie, « OK, Ariane, c'est prêt, tu peux venir voir. » Puis, on tournait, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Puis, je suis arrivée, puis je suis rentrée dans ce monde-là. J'avais l'impression d'être comme dans un antiquaire immense. J'ai été complètement impressionnée parce que ce lieu-là me faisait extrêmement peur. Entre la vision qu'on a, puis des fois ce qu'on peut se permettre, puis de passer ton idée d'un cerveau à l'autre, parfois ça fonctionne pas. Puis là, dans ce cas-ci, c'était au-delà de ce qu'il y avait dans ma tête. C'est ça qui est intéressant aussi de bien s'entourer de collaborateurs, puis de transmettre ta vision, mais après, c'est de leur laisser aussi des espaces de création pour que ça aille au-delà. Au final, tu sais, c'est comme ça qu'une œuvre grandit. Donc, je prends le compliment, puis je le redonne à lui. Vous pouvez partager. Pas de jaloux. Non, mais c'est vrai que c'est très chouette parce que ça permet de mieux appréhender le personnage de Denise. Et ça fonctionne quand même super bien. Oui, puis il y avait aussi l'idée qu'on passe tu sais, elle habite depuis des dizaines et des dizaines d'années chez ses parents qui, oui, bon, c'est très classique, vampire, il y a un petit peu quelque chose de star, mais en même temps, c'est assez chaleureux comme endroit, avec les boiseries, puis les couleurs, puis c'est chargé, mais c'est chaleureux. Et donc, puis elle doit aller vivre chez sa cousine Denise, donc l'idée, c'était vraiment qu'il y ait un espèce de clash là, entre les deux lieux, puis qu'elle soit complètement sortie de sa zone de confort. Ouais. Et je trouve que ça renforce un peu l'aspect pop du film dont parlait Mylène, parce qu'on a beaucoup de décors d'appartements iconiques dans la pop culture qui sont dans des anciens hangars. Je pense à Flashdance ou à Highlander, par exemple. Donc je trouve que c'est encore plus une bonne idée, quoi. Oui, on aime ça, les vieux hangars. Vieux hangars de cinéma. Oui. Passion vieux hangar. C'est difficile à trouver, par contre. Ah ouais? Alors, quand même. C'est parce que, nous, on a eu de la difficulté, c'est tout. J'ai pas vraiment plus de choses pertinentes à dire sur le sujet, mais il était dur à trouver, ce hangar. Parce que tu as fait beaucoup de tournages sur des vrais lieux ou tu as fait des fois des scènes en studio quand même Non, on a tourné que dans des vrais lieux. Puis à la fin, on avait 2 jours de reshoot parce que, en fait, la fin du film, il devait continuer le film. Il devait avoir une rencontre entre les parents et la mère de Paul. En fait, toute la famille vampire et la mère de Paul. Et les vampires mangeaient le sang de la dame qui venait de tuer devant la mère de Paul qui mangeait son petit plat de pâtes. Puis c'était un peu malaisant à parler. Là, les vampires étaient hyper intéressés à son travail, de ce qu'elle avait vu en salle d'urgence. Puis elle voyait qu'elle gagnait un peu l'estime de sa nouvelle famille en leur racontant des détails sanglants. En tout cas, c'était quand même drôle, mais mon monteur m'a dit et moi j'ai l'impression que ça va un peu, que ton film est un peu fini avant, puis que la scène au motel, on voit les personnages, puis c'est peut-être épuisant. Puis en fait, on l'avait pas tourné cette scène-là parce qu'il y a eu un cas de COVID sur le plateau, donc on a déclenché les assurances, puis on a pu avoir des journées de reshoot. Et finalement, on a monté le film, puis il manquait que ça à intégrer, puis on le faisait regarder à des gens. Puis quand on racontait ce qui venait après,
tout le monde avait le réflexe de dire non, je crois qu'il est vraiment fini le film. Puis je me suis dit, ouais, ils ont raison. Donc, on n'a pas retourné ces scènes-là, mais à la place, on a utilisé ces 2 jours-là en studio pour aller chercher des inserts, un gros plan au bowling, certains trucs qu'on pouvait reproduire dans un studio, voilà. Donc, mais il n'y a pas de... J'aurais aimé construire des décors en studio. C'est toujours... mais surtout dans ce type de film-là où la direction artistique est tellement importante. Puis là, ça donne une espèce de terrain de jeu fou. Puis aussi, j'avais 47 lieux. Donc, puis il y a des lieux difficilement travaillables comme un motel. Quand tu as une scène à 8 personnes... Non, il était 8, en tout cas, à 7 personnages dans un motel... Des chambres d'hôtel, c'est petit, donc c'est hyper compliqué. Toujours sortir les meubles, replacer, puis là, l'installation, puis ils sont pris partout. En tout cas, c'était hyper compliqué. Mais ouais, ça coûte cher. Faire ça en studio. Un jour, peut-être. Tout à l'heure, tu as mentionné Girls Walk Home Alone at Night. Ce film, il fait partie de toute une nouvelle salve, en fait, de films de vampires, mais plus généralement de films d'horreur contemporains. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette nouvelle vague de films d'horreur? Ce qu'on appelle comment ils appellent ça, les Américains, du elevated horror. Écoutez, moi, j'aime beaucoup ça, cette nouvelle vague, en fait, parce que je trouve que c'est des films qui ont des vrais personnages, puis qui racontent des vrais enjeux de société, puis je m'attache aux personnages. Donc, tu sais, pour moi, c'est ça la base de tout, puis c'est ce à quoi je m'intéresse, c'est les personnages, le lien que je crée avec les personnages, puis c'est ça qui va faire que je vais m'intéresser à ce qui va vivre ou pas. Puis, dans certains films d'horreur, plus de série B, disons, je mets ça dans la grande catégorie de série B, là, mais je prends ce raccourci-là, mais je sais qu'il y a des très bons films aussi, puis c'est pas toujours le cas, je généralise. Mais si les personnages sont trop niaiseux ou sont trop hyper méchants pour être méchants, ou comme juste... Ouais, on dirait que moi, je trouve pas de tâche émotionnelle, puis je suis pas capable d'embarquer dans le trip. Mais quand c'est ça, cette nouvelle génération-là, pour moi, c'est d'utiliser le genre puis l'horreur pour, tu sais, de manière cathartique, au fond, puis nous faire vivre des expériences super intenses, puis sans avoir nécessairement le besoin d'aller dans le gore. Ari Aster, quand même, se gêne pas pour faire éclater des têtes, mais puis j'aime ce qu'il fait. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Mais j'aime quand même ce qu'il fait. Mais par exemple, le film, moi, qui m'a fait le plus peur, je crois, au monde, c'est Funny Games, où on voit rien. Mais c'est terrifiant parce que ça peut se passer. Oui, totalement. Ouais. Ça, c'est... Justement, quand j'ai regardé Funny Games, ça fait quand même très longtemps, j'avais envie de voir un film jump scare avec une amie, puis tu sais, plus en mode on a peur, puis on se prend dans nos bras, et finalement, on part Funny Games en pensant que ça allait être ça, et puis on était complètement traumatisés parce que ça joue avec le psychologique, puis il n'y a aucun jump scare. Il n'y a aucune échappatoire dans ce film. On te fait très vite comprendre que, en fait, tu as beau espérer tout ce que tu veux, rien ne finira bien, en fait. Ah non, surtout quand, ils nous le montrent de façon très claire avec la télécommande. C'est comme, non, vous avez aucun... puis moi, j'aime ça quand même, quand le cinéma, quand une œuvre joue avec le spectateur comme ça. Peut-être que certaines personnes trouvent que c'est un peu manipuler le public, mais moi, j'aime ça parce qu'on dirait que je me sens tout d'un coup directement interpellée. Moi, le premier film qui m'a vraiment marqué comme objet d'art, c'est Mulholland Drive de David Lynch, qui est un
de mes films préférés finalement parce que j'étais pas sûre quand je l'ai vu si j'avais aimé ou détesté parce que au milieu du film l'histoire change complètement puis moi je m'étais attachée au premier personnage donc je voulais savoir moi comment que ça allait finir mais ça ne sera jamais donc c'est frustrant mais en même temps c'est hyper labyrinthique puis c'est comme une œuvre c'est construit un peu comme un rêve. Tu sais, des fois, nos rêves, on rêve un truc, puis finalement, on se ramasse dans une autre histoire. Puis, en tout cas, j'aime bien ça, les réalisateurs qui font des mauvais coups aux spectateurs comme ça, puis qui jouent aussi avec des formes narratives différentes. Et j'ai complètement dérivé de ta question, mais oui. C'est pas grave, c'est très bien. Elevated horror. Mais toi aussi, tu joues un peu avec l'univers du rêve, que ça soit avec les néons, le fait d'être toujours dans la nuit, avec ces deux adolescents qu'on va suivre dans une unité de temps qu'on comprend pas très bien en fait au fur et à mesure. Et du coup, je trouve que ça joue aussi avec la thématique du rêve. Oui. J'aime bien aussi créer ces petites bulles-là un petit peu décalées de la réalité où il y a quelque chose d'envoûtant, il y a quelque chose qui est hors du temps, il y a quelque chose qui fait vivre une expérience en dehors de trucs hyper, quotidiens. J'aime bien amener les spectateurs dans ce genre d'univers, ouais. Et enfin, pour finir, pour pas t'embêter plus longtemps, quels sont tes futurs projets après ce super film que tu nous as sorti, enfin qui sera sorti quand l'épisode va sortir, mais qui n'est pas encore sorti. Je viens de terminer jusqu'à preuve du contraire, mais je viens de terminer un scénario de long métrage que je coécris avec Rebecca Deraspe. Et c'est basé sur une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Ceux qui se sont évaporés. Et c'est sur les gens qui décident c'est sur les disparitions volontaires. Donc, c'est sur des gens qui décident de disparaître volontairement de leur propre vie sans laisser de traces et surtout les impacts que ça a sur les gens qui restent. Et donc, le personnage plus précis qu'on suit, c'est une mère qui décide de quitter sa vie et sa fille à l'anniversaire de 7 ans de sa fille. Et la structure narrative, c'est un peu... on suit en fait la quête de la fille qui a vieilli, puis on voit à travers des entrevues documentaires qu'elle fait et des souvenirs dont on a accès, elle essaie de reconstruire un peu sa mère, puis pourquoi elle aurait pu vouloir partir. Voilà. On a hâte de voir ça. Et c'est pas une comédie, là, comme le résumé peut vous laisser croire. C'est vraiment tragique, mais en même temps, il y a vraiment des personnages quand même décalés, sont colorés, il y a des dialogues très amusants. Rebecca, c'est ce que j'aime, puis je pense que c'est pour ça que j'avais envie d'adapter sa pièce de théâtre puis que nos univers se parlent, c'est qu'elle est hyper habile pour parler de l'hyper tragique, mais amener ça avec plein d'humour et de lumière aussi. Donc, il y aura encore ce mélange de genres-là. En tout cas, bravo pour le titre de ton film. Je pense que c'est ce qui a avant tout beaucoup fait parler ton film avant même qu'on sache le pitch. Je sais qu'on m'en a parlé en disant il y a un titre de dingue qui vient de sortir, c'est incroyable. Donc, bravo pour cette trouvaille. Merci beaucoup. Ouais, on est très fiers. On sait que ça fait ressortir notre film du lot. Puis ça, c'est quand même à double tranchant parce que juste avant que le film sorte, moi, je l'aimais beaucoup le film, mais on sait jamais comment les gens vont le recevoir. Puis je me disais, mais si on a un très bon titre et que le film n'est pas à la hauteur, là, ça va décevoir les gens. Mais à date, peut-être qu'il y en a qui sont déçus du film, mais ils me le disent pas. Puis j'ai beaucoup de bons retours. Donc, je crois que le film est à la hauteur du titre. Et donc, le film sort le 20 officiellement en salle. Normalement, il aura une bonne distribution. Vous pourrez le voir dans pas mal de villes. Donc, foncez. C'est un film très, très chouette. Et donnez-lui de l'amour. C'est très important. Oui, s'il vous plaît. Et encore merci à toi d'être venu parler avec nous. Merci beaucoup, Ariane. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci Ariane pour cette interview. Merci à toute l'équipe d'avoir interviewé Ariane au passage. Merci.
Bah de rien, ça nous a fait plaisir. Dario, en effet, le MVP de l'interview. Merci surtout Dario. J'ai pas dit de rien, j'ai dit merci, je remercie les filles. Mais de rien, Dario. Merci le Au rattrapage. En effet, BG, les filles, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Jamscarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles sur Apple Podcast et Sens Critique. On se retrouve la semaine prochaine avec un film radicalement différent. Par contre, mettez-nous 10 étoiles sur Sens Critique. Plus. Pas 5. Oh, t'en mets 5. Non, ah non, oui. Non, c'est sur 10. Ah, j'ai compris. T'as dit 5 étoiles Apple Podcast et Sens Critique. Je l'ai confondu Sens Critique et Spotify. Spotify 5 étoiles, s'il vous plaît. Je suis fatigué aujourd'hui. Et Sens Critique 10 étoiles, si ça vous tente. Voilà, on ne vous force pas, mais si vous voulez, c'est dispo. La semaine prochaine, un film du coup qui n'a rien à voir. Énorme grand écart qui risque de choquer quelques personnes. Mais voilà, on s'accroche, on est là et on vous dit à vendredi prochain. Salut.